Nous arrivons à la dernière partie de cette émission Impression avec Expression libre. Nous allons parler des Africaines, héroïnes d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, le livre de Awa Bocar Littal, de la reine de Saba à Michelle Obama. Alors, pour en parler, j'ai invité sur le plateau Fatou Sow Sarr, qui est sociologue, et l'auteur elle-même. L'auteur est chercheur associé à l'Institut d'études féministes et du genre à l'Université d'Ottawa. Et puis, vous êtes aussi tous les deux, je pense, disciples de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Alors, pendant 9 ans, Awa, vous avez travaillé avec Cheikh Anta, 9 années. J'ai eu ce privilège-là, oui, de le côtoyer. Il y a Fatou qui parlait de ses qualités. Je crois que la première, c'est l'humilité. Chez Cheikh Anta, c'est la grandeur et l'humilité. Quand il a créé son parti, j'ai des amis qui me faisaient un peu la cour pour que j'entre dans le parti. J'avais des résistances. Et un jour, nous avons terminé un cours avec Chimère Diab. Il me dit, on passe voir Cheikh. Alors on est venu, on a discuté un peu de tout, de rien. On est sorti. C'était avec Chimère Diab qui avait une Taco, en fait, une vieille voiture là. Il a voulu allumer et ça n'allumait pas. Il a fait un geste pour appeler. Il y a un garage qui était à côté de son bureau. Il a fait appel au garagiste pour qu'il vienne pousser la voiture. Alors le monsieur a poussé et puis la voiture s'est allumée. Et je me retourne, qui je vois pousser? Co-pousser Cheikh Anta Diop. J'ai dit, Chimère, c'est lui le Cheikh Anta Diop? Il me dit oui. J'ai dit, j'entre dans son parti. Et j'ai évolué à son niveau avec lui durant 9 années en tant que militante de son parti et jeune chercheur en formation. Oui, donc en fait, c'est son action qui vous a inspiré ce livre. Je me suis fait un devoir de perpétuer son travail parce que, comme disait la jeune Guinéenne, en tout cas l'un des jeunes qui disait, Cheikh Anta nous disait, armez-vous de la science jusqu'aux dents. Et il précisait, je n'ai fait que lancer des pistes, c'est à vous de les approfondir. La dimension femme, la contribution de Cheikh Anta Diop dans les œuvres féminines, voire féministes, est un champ très peu connu et très peu exploré. Et moi, c'est ce champ que j'ai exploré, M. Kane. Oui, très bien, parce que parfois les gens parlent de là où il n'a pas réussi, dans le domaine politique, alors qu'il y a eu beaucoup de succès dans les autres domaines. Alors, absolument. Fatou Sow Sarr, vous avez dit, quand on présentait ce livre, n'est-ce pas, que Awa a posé un cadre théorique. Mais avant de parler, tout à l'heure, vous connaissez bien Hamidou Dia, vous aurez pu participer à cet hommage qu'on lui rendait. Vous êtes la personnage de son roman dont on parlait, Sanglots de l'espoir, c'est vous qui l'avez inspiré. Vous êtes là-dedans. En fait, est-ce que je l'ai inspiré? Je suis, c'est vrai, l'héroïne de ce roman. Oui. Ça raconte l'histoire de quelques adolescents. On avait créé les damnés de la terre. Et tous les conflits, ces damnés de la terre, c'est un groupe d'adolescents qui étaient réunis pour l'amour de la littérature. Parce que ce qui nous intéressait, c'était les Senghor, c'était les Damas, c'était les Césaire, Jean Prismars, parce on animait le foyer culturel artistique du fleuve qui regroupait les élèves de tous les lycées de Saint-Louis. Mais à l'intérieur, nous avions notre petit groupe qui était les damnés de la terre parce que nous étions des disciples de Frantz Fanon. Et malheureusement, après mai 68, c'est après mai 68 que cela s'est formé. Et malheureusement, il y a eu, chacun est allé suivre ses oncles, ses cousins pour devenir maoïste, trotskiste, marxiste, léniniste, etc. Et dans le livre, il dira que la camarade n'a absolument rien compris. Et parce que moi, je le disais, je mets l'amitié au-dessus de toutes ces contingences idéologiques. Et j'ai dit que j'ai eu raison sur eux. Quand Hamidou a regagné le Sénégal après la France, je les ai tous réunis chez moi, avec Boukounta, le guitariste. Et ce jour-là, je leur ai dit, voilà, vous vous étiez séparés, une amitié. Pendant 30 ans, chacun est allé de son côté. Et voilà qu'aujourd'hui, je crois que j'ai eu raison sur vous, parce que l'amitié est au-dessus de toutes ces contingences. Hamidou, on a vécu en France. Quand j'étais en Belgique, il était en France. Nos enfants passaient les vacances à tour de rôle, soit à Rouen chez lui, soit à Namur chez moi. Nous avons vécu ensemble aussi au Canada. Nos 2 immeubles faisaient face sur la même rue. Et Hamidou, ce que je retiens, c'est le brillant intellectuel. Parce que quand Hamidou est venu à Saint-Louis, je le taquinais tout le temps, il était venu en disant Allah Rabbilana.
avec son pot de tomates comme un almudo. C'est cela. Parce qu'Amidou, c'est d'abord un produit de l'école coranique. Je crois que c'était un homme de savoir, c'était un érudit. Oui, un érudit vraiment que nous, dont nous regrettons encore le départ et vraiment condoléances à tout le monde, au président de la République qui s'est déplacé, à ses amis, à la famille, à tout le monde, à ses admirateurs. Je lui ai rendu hommage dans Facebook. Voilà. Alors, voyez-vous, alors pour reparler, alors ce travail, Awa, ce travail, en fait, c'est un... Il est important parce que vous dites qu'il ne faut pas se contenter de raconter un passé glorieux, il faut donner des exemples de femmes qui sont des modèles en tout. C'est ça la base de ce travail. Oui. Ce travail est dans la continuité de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, la restitution de la vérité historique. Sur cette Afrique qu'on est allé jusqu'à dire c'est un peuple sans âme. Et comme dit votre collègue Alain Foucault de RFI, nul n'a le droit d'effacer la mémoire d'un peuple, l'histoire d'un peuple. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et si on n'a pas le droit d'effacer l'histoire d'une nation, on n'a pas non plus le droit d'effacer la moitié de son histoire. Parce que les femmes ont écrit des pages et des pages d'histoire. Et de façon glorieuse, comme on dit. D'abord, Cheikh Anta, sa bataille a été pratiquement, il a bousculé les fondements de la connaissance, des connaissances qui étaient enseignées dans ces grandes universités-là. En tant que jeune Africain arrivant là et tout ça, il dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et toutes les sciences sont issues de l'Afrique. Par exemple, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, était sur les papyrus des Égyptiens. Comment quelqu'un peut dire 13 siècles après quelque chose qui est né que ça lui appartient? C'est pas normal. Donc il y a un piège intellectuel. Et moi, dans cette continuité, je montre que l'Africaine est la mère de l'humanité. Cette femme, que le paléontologue a dénommée Lucie, et que les Éthiopiens ont rebaptisé Dengchen, qui veut dire tu es merveilleuse. Et à travers là, on a toutes les grandes des femmes qui ont exercé le pouvoir réellement. Hatshepsut, 15 siècles avant Jésus-Christ, la reine de Saba, 9 siècles avant, Candace, etc. etc. Oui, Fatou, donc ce cadre, le poser, c'est important parce que ça aide à la restitution de la véritable histoire. Voilà, moi, il faut féliciter Awa pour le travail qu'elle vient de faire parce qu'elle a extirpé dans la pensée de Cheikh Anta Diop, qu'elle a utilisé comme cadre théorique pour faire sa démonstration. Et je disais la dernière fois, elle et Fatou Kiné Camara, c'est des disciples de Cheikh Anta. Moi, je ne suis pas disciple de Cheikh Anta Diop. J'utilise la pensée de Cheikh Anta Diop, elle est une pensée puissante parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas parler de panafricanisme, de reconstruction de l'Afrique sans s'adosser sur les théories et les thèses de cet homme. Et je crois que ça, c'est l'horizon indépassable, je crois, aujourd'hui de notre époque, comme l'avait dit, il n'y a pas plus anti-marxiste que le mari de Simone de Beauvoir, Sartre, quand il dit que le marxisme est l'horizon indépassable de notre époque. Donc je crois que ce que Cheikh Anta Diop a fait, au fur et à mesure, on est en train de dépoussiérer. Et c'est là où je dis que les thèses du matriarcat, du matrilinéarité, aujourd'hui, avec le travail d'Awali, quand on retourne au Candace, c'est vrai, c'est-à-dire toutes ces reines de la Nubie qui, de génération en génération, ont gouverné l'Afrique. Et en fait, même le modèle pharaonique, parce que quand elle parle d'Hatshepsut, c'est sa mère et sa grand-mère qui ont tracé les fondements de ce que deviendra l'Égypte pharaonique. Et Awa nous montre qu'il y a depuis 3500 ans, les femmes africaines sont dans l'espace politique et dans l'espace du pouvoir. C'est le modèle colonial qui est venu avec une pensée rétrograde et arriériste qui nous a exclus de cet espace-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui, après avoir lu cet ouvrage, elle ne pouvait pas faire une encyclopédie, mais elle nous a fait quand même un panorama du début à la fin pour nous dire que nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre histoire et de savoir que nous avons les bases aujourd'hui théoriques, philosophiques, pour pouvoir reconstruire une Afrique sur la base de ce qu'elle était. Parce que l'Afrique n'a été puissante que parce qu'elle était basée sur cet équilibre. Parce que quand je dis Isis et Osiris, même du point de vue des mythes,
c'est l'homme et la femme qui ont gouverné ensemble. Et à des moments donnés, c'est les femmes qui étaient derrière. Maintenant, peut-être que pour dire pourquoi, j'ai demandé à Fatou Kiné Camara, qui aime beaucoup nous parler des Lébou, je lui disais, mais Kiné, chez les Lébou, mais le grand Garaf, le Saltigué, etc., tous sont des hommes. Et tu nous parles tout le temps du système du matriarcat au niveau des Lébou. Certainement, c'est la pérégrination, c'est-à-dire c'est la migration qui nous a fait perdre ces bases que nous avions dans l'Égypte ancienne, où reste des résidus qui font que la femme demeure encore puissante. Mais je crois que pour toutes les féministes, pour tous ceux qui se battent pour le futur de l'Afrique, elle ne pourra pas se construire sans les femmes. Pour qu'on retourne, c'est ça, le concept de renaissance, comme je le disais, est un concept tout à fait puissant. Et ce n'est pas de la démagogie que nous faisons, ce n'est pas de l'idéologisme pour de l'idéologisme, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ça la contribution de cet ouvrage. Nous avons des éléments scientifiques pour démontrer où en était l'Afrique et quel doit être notre futur. Chez les Lébou, il est écrit que Ndeye Djiréo, ça veut dire la mère de... Hein, exactement, Cheikh Anta le dit dans National Agriculture. Chez certaines ethnies ou nations africaines, celui qui gouverne, c'est un homme, mais il porte le nom de Ndeye Djiréo. Et il dit ça ne choque personne. Pourquoi? Parce que moi, quand j'analyse en tant que sociologue, parce que c'est rentré dans les consciences collectives. C'était rentré dans les consciences collectives qu'une femme gouverne. Et c'est resté. Donc ce nom est resté. Bon, il y a eu, comme tu dis, sans citer le code napoléonien, moi je l'ai dit souvent dans mes conférences au Canada, c'est le code napoléonien qui a destitué le statut de la femme africaine de la même façon, de la femme dans le monde, de la même façon qu'il l'a fait chez les Amérindiens, où c'était les femmes qui étaient les dirigeantes. Mais alors, dans les personnages, il y a des personnages partout, il y a des reines évidemment, mais il y en a qui ne sont pas des reines. Hein. Je m'adresse à vous deux, il y en a qui ne sont pas des reines. Par exemple, le titre de la reine de Saba à Michelle Obama. Ah oui. La reine de Saba, évidemment, Michelle Obama, elle n'était que la femme d'un président. Même si on lit qu'elle avait du pouvoir et que son mari même reconnaît que, voilà, que c'était une femme de pouvoir. Obama vous dit que sans gêne, Michelle Obama, c'est mon rock. Oui. Et sans Michel, il n'y aurait pas d'Obama. Sans Michel, il n'y aurait pas d'Obama, M. Khan. Ah oui. Parce que c'est Michelle Obama qui a grandi à Chicago, où il y a l'intelligentsia noire américaine qui a créé tout un tissu de politique, sociale. Et c'est par là que Michel a introduit Obama jusqu'au point où il est devenu sénateur, n'est-ce pas? C'est cette même intelligentsia, enfin, c'est le peuple afro-américain qui a confiance à Michelle Obama, qui a fait, parce que, souvenez-vous, quand Obama est allé aux élections, qu'est-ce que les Noirs américains disaient? Est-ce qu'il est assez noir? Ce n'était pas la couleur de la peau, c'était la conscience. Lui qui n'a pas vécu l'esclavage, contrairement à Michelle Obama, qui, en 1850, son grand-père était esclave dans les plantations de Caroline où il cultivait le riz. Ce tiebou Caroline qu'on mangeait au Sénégal, c'était les esclaves africains qui le mangeaient, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il a cette conscience noire africaine qui sait qu'il a vécu l'esclavage et qui s'en libérera? Et aux côtés de Michel, il a assez avancé. Donc, il y a des femmes d'influence. Quelquefois, c'est plus important l'influence de la femme que le fait même d'être au pouvoir. Winnie Mandela, Traoré, la Malienne. Je crois en parlant des femmes du siècle passé, on avait des femmes de pouvoir. Je crois que c'est de ça qu'elle parle. On a eu des résistantes. Elle a parlé des Algériennes pendant la guerre de libération, mais on a parlé de la Kaïna, qui n'est pas dans son ouvrage, mais une femme fantastique pour moi, parce qu'elle s'est battue contre l'avancée de l'islam en Kabylie, dans le monde, dans le Maghreb, en Afrique du Nord. Mais sans Winnie Mandela, il n'y aurait jamais eu de Mandela. C'est-à-dire, il faut lire la part de vérité de Winnie pour comprendre ce qui s'est passé. Mandela resterait dans son trou sans cette femme-là. Je crois que pour le siècle, le 20e et le 21e siècle, la colonisation est passée par là, on a connu la destruction de l'Afrique. Donc,
les nouvelles femmes dont elle pouvait parler ne pouvaient être que des femmes de pouvoir, mais pas des femmes qui sont au pouvoir, de manière peut-être indirecte. D'ailleurs, je lui ai posé la même question, qu'est-ce que Michelle Obama vient faire dans cet ouvrage-là? Mais et la mère d'Obama, et la mère d'Obama à qui elle dédie cet ouvrage-là, elle en parlera mieux, mais elle nous a donné une réponse fabuleuse, parce qu'elle dit qu'elle a réuni les 3 continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Peut-être qu'elle peut l'expliquer mieux que moi. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, absolument. Cette femme blanche, dans les années 60, en pleine ségrégation raciale, qui épouse un Africain, qui en a un enfant, et quelques années, parce que ce monsieur lui dit, moi, je rentre dans mon pays, contribuer à la construction de mon pays. Quand ils ont divorcé, elle épouse un Asiatique en tant qu'Américaine. Donc, c'est une femme qui est au cœur, qui peut contenir l'humanité, qui a réuni les 3 A, A comme Amérique, A comme Afrique et A comme Asie, en un grand A, comme l'amour entre les humains. Et on est aujourd'hui le 14. Et puis on enregistre le jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? On est au Saint-Valentin aujourd'hui. Et il n'y a pas d'hasard, très bien. Alors, dites-moi juste, oui. On t'a rendu hommage tout à l'heure. Fatou Kiné t'a rendu hommage. Je vais en ajouter la constance. Oui. Et ce que j'ai trouvé ici me plaît énormément en tant que disciple de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est ces jeunes-là qui s'approprient de la pensée de Cheikh Anta Diop qui conduiront à la renaissance africaine. Merci et félicitations. Merci. Merci. Alors, si vous voulez intervenir, c'est ça très bref parce qu'on arrive à la fin. Je voudrais qu'il puisse conclure. Je voudrais aussi vous rendre hommage. Heureusement qu'Aoli a commencé par cette note de complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais nous, les hommes, nous allions protester très gentiment en disant que sans Barack, il n'y aurait pas de Michel. Oui, et que, évidemment. Et terminer par une petite boutade. Vous semblez jeter la pierre au code napoléonien, à la colonisation occidentale. Fatou Sawsar, elle est originaire du Wallo, elle connaît le rôle que les Linguères ont eu à jouer. Mais avant même la colonisation occidentale, est-ce que la colonisation orientale avec l'islam, est-ce que cela n'a pas contribué à mettre un peu sous le boisseau le rôle des femmes? On m'a posé cette question ce matin. Je disais que je l'ai pensé et je l'ai dit. Mais quand on nous a interpellés, nous les intellectuels musulmans en Amérique, quand j'ai creusé, j'ai trouvé que non. Parce qu'il y a une falsification de l'histoire de l'islam aussi. Parce qu'on se rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été aussi le prophète grâce à Khadija, qui était une femme plus âgée, de 15 ans plus âgée que lui, qui était beaucoup plus riche que lui, qui l'avait employé et qui a été la première à accepter son appel, qui a mis sa fortune à sa disposition et sur la tombe de qui il a planté le drapeau des femmes, disant que sans vous... Mais je peux dire un mot sur ça. Oui, dites. Bon, la question de la religion, il ne faut pas confondre la religion avec la civilisation arabe. Voilà. Et la civilisation, la religion, nous n'avons pas été régis par le code arabisant. Oui. Mais je veux dire, juste pour peut-être nuancer, aujourd'hui au Sénégal, tout le monde parle de Mame Diarra Bousso. Et l'image qu'on nous donne de Mame Diarra, c'est l'image de la femme soumise à son mari qui lui a permis d'avoir Ahmadou Bamba. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que Mame Diarra Bousso était une femme qui avait maîtrisé parfaitement le Coran, qui connaissait la théologie, qui connaissait le droit musulman, qui connaissait l'histoire de la religion, qu'il a enseigné à ses enfants. Mais Mame Diarra avait une mère savante qui s'appelait Mame Asta Walo, dont personne ne parle. Absolument. Et Mame Asta Walo a formé une génération d'hommes. Quand son mari a quitté le monde, c'est elle qui a continué à diriger la Dara. Et je suis sûre aujourd'hui, c'est sur ça que je travaille, si on fait la filiation, beaucoup de dignitaires mourites actuellement doivent leur connaissance à des gens qui ont été formés par Mame Asta Walo. Voilà. Et dans le livre, parlant de la mère de l'émir Abdelkader, dont on parle très peu, Lalla Zohra, qui a aussi formé son fils, Sokhna Adama Aïssa, qui a formé Cheikh Omar Foutiyou, sans... Je dis telle mère, tel fils. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les femmes étaient des femmes instruites dans le modèle coranique et dans le modèle qu'on nous a laissé. C'est le code Napoléon qui est vraiment à la base de la déstabilisation. On aura d'autres moments peut-être. Donc le message à lancer aux jeunes, c'est de vous réapproprier de la page glorieuse de l'Afrique. Laver la parité entre... Ce n'est pas un concept qu'on nous vient de l'Occident. Ça faisait partie de notre tradition et de nos valeurs. Réappropriez-vous de ces valeurs-là pour construire une Afrique
avec un développement durable basé sur l'égalité, l'équité et la justice. Merci Awali Tall. Merci Fatou Sow Sarr. Vraiment, merci. Et puis, nous remercions aussi tous ceux qui sont venus nous tenir compagnie. Voilà, je vais remercier ma famille aussi. Vous allez en avoir beaucoup plus. Mais oui, votre famille est là. Mon frère Omar Ly qui est venu de la Mauritanie. Mais oui. Malheureusement, on a eu un décès dans la famille. Oui. Et paix à son âme à Thierno Assimiou. Merci de m'avoir accompagné. Oui. Je ne pourrai pas citer tous les noms. Voilà. Merci. Merci aussi aux élèves du lycée d'excellence Cheikh Oumar Tall Al Foutiou qui sont venus. kele bulutala ali kolsire ali ka balanyiwa yere wuduna ye waya yela ye ya la la yo ye ya wane yo yela Merci. Merci. Ganya sadakan kadina na kelle jagade yela membaye mafo ko garmagu mehu ko membaye mafo ko ndimagu mehu yo. Merci beaucoup Adjarama. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission Impression où on a beaucoup parlé de Cheikh Anta Diop, beaucoup parlé de la primauté et de l'importance du rôle des femmes en Afrique. Merci. À 15 jours dans un autre numéro d'Impression. Au revoir. Adjaram, Vue Ultime.